Bonjour, bienvenue sur la Voix de Morgane. J'espère que vous allez bien. Je vais reprendre tout de suite la lecture de Lumière d'août de William Faulkner. Et nous en sommes au chapitre 2. Merci beaucoup pour votre écoute. Et à tout à l'heure après cette lecture. Merci encore. Chapitre 2. Voici ce que c'est Byron Bunch. C'était un vendredi matin, il y avait de cela 3 ans, et les hommes dans l'atelier de rabotage levèrent les yeux et virent l'étranger debout qui les regardait. Ils ne savaient pas depuis combien de temps il était là. Il avait l'air d'un cheminot, et pourtant il n'était pas exactement comme un cheminot. Ses souliers étaient poussiéreux et son pantalon était sale aussi. Mais il était d'une serge convenable avec un pli bien marqué. Et sa chemise était sale, mais c'était une chemise blanche. Et il portait une cravate et un canotier presque neuf dont l'inclinaison cavalière donnait à son visage tranquille un air inquiétant. Il n'avait pas l'air du vagabond professionnel en costume professionnel, mais il y avait en lui quelque chose de déraciné, comme s'il n'appartenait à aucune ville, comme s'il n'y avait pas une rue, pas un mur, pas un pouce de terrain où il aurait pu se dire chez lui. Et comme s'il portait sans cesse avec lui tout ce qu'il savait, ainsi qu'on porte une bannière avec quelque chose de cruel, de solitaire, de hautain. Comme s'il traversait une période de guigne qu'il espérait voir bientôt finir tout en se foutant complètement de savoir comment il en sortirait. Dirent les hommes plus tard. Il était jeune, et Byron l'observait, debout, une cigarette au coin des lèvres, penchant un peu à cause de la fumée, son visage sombre, empreint d'un calme dédaigneux. Il restait là à regarder les hommes en bourgeron tachés de sueur. Au bout d'un moment, il cracha son mégot sans y porter la main et, faisant demi-tour, il se dirigea vers le bureau de la scierie. Les hommes aux bourgerons déteints et sales regardaient son dos avec une expression indignée et surprise. « On devrait le passer un peu à la raboteuse, dit le contremaître. Ça lui enlèverait peut-être cet air qu'il a comme ça sur la figure. » Il ne savait pas qui il était. Personne ne l'avait jamais vu. Et puis, que c'est bien un petit rien risqué d'avoir un air comme ça en public, dit l'un d'eux. Des fois, il se pourrait bien qu'il oublie et qu'il prenne cet air-là devant un type à qui ça ne plairait pas. Puis ils cessèrent d'y penser, ou tout au moins d'en parler. Ils se remirent au travail parmi le tournoiement et le grincement des courroies et des bielles. Mais 10 minutes ne s'étaient pas écoulées que le gérant de la scierie entrait avec l'étranger. « Embauchez cet homme, dit-il au contremaître. Il dit qu'il sait manier une pelle. Mettez-le au tas de sûr. » Les autres n'avaient pas interrompu leur travail et, cependant, il n'y avait personne dans le hangar qui n'observât l'étranger, avec ses vêtements sales de citadin, son visage sombre, intolérable, et son air de mépris tranquille et froid. Le contremaître lui jeta un regard rapide, aussi froid que celui des autres. « Est-ce qu'il va travailler habillé comme ça ? C'est son affaire, dit le gérant. C'est point ses vêtements que j'embauche. Oh, moi, vous savez qu'il s'habille comme il voudra, ça m'ira toujours, du moment que ça vous convient, et à lui aussi, dit le contremaître. Entendu, monsieur, dit-il. Allez là-bas chercher une pelle et aider ces hommes à enlever la sciure. Le nouveau venu fit demi-tour sans dire un mot. Les autres le virent s'approcher du tas de sciure, disparaître et reparaître avec une pelle, puis se mettre à l'ouvrage. Le contremaître et le gérant causaient à la porte. Ils se séparèrent et le contremaître revint. « Il s'appelle Christmas, dit-il. »« Il s'appelle comment ?» dit quelqu'un. « Christmas. »« C'est un étranger ? Avez-vous jamais connu un blanc du nom de Christmas ? Je n'ai jamais connu personne avec un nom pareil, dit l'autre. Et pour la première fois, Byron comprend que le nom d'un homme, considéré en général comme simple interprétation sonore de qui il est, peut être, en quelque sorte, un présage de ce qu'il fera, si on peut en lire à temps la signification. Il lui sembla qu'avant d'avoir entendu son nom, aucun des ouvriers n'avait prêté grande attention à l'étranger. Mais ils ne l'eurent pas plutôt entendu qu'ils eurent l'impression que quelque chose dans la sonorité du mot s'efforçait de leur faire sentir ce à quoi ils devaient s'attendre. Comme si l'homme portait avec lui un avertissement inséparable, comme une fleur son parfum ou un crotale le bruissement de sa queue. Mais personne ne pouvait en déchiffrer le sens.
Il pensait simplement qu'il était étranger et, ce vendredi-là, tout en le regardant travailler avec sa cravate, son canotier et son pantalon à plis, ils se disaient entre eux que c'était comme ça, sans doute, qu'on travaillait dans son pays. Il y en eut cependant pour dire « Il se changera ce soir, il ne reviendra pas travailler demain matin en dimanche comme ça. » Le samedi matin arriva. À peine entré, juste avant le coup de sirène, les retardataires disaient déjà « Est-ce qu'il ou ?» Les autres montraient du doigt. Le nouvel ouvrier était là, debout, seul, près du tas de sciure. Sa pelle était près de lui, et il avait les mêmes vêtements que la veille, son chapeau arrogant, sa cigarette à la bouche. « Il était là quand nous sommes arrivés, disaient les premiers venus, debout comme ça, comme s'il ne s'était pas mis au lit. » Il ne parla à personne, et personne n'essaya de lui parler. Mais tous sentaient sa présence, son dos solide. Il travaillait assez bien, mais avec une sorte de constance restreinte et inquiétante. Ses bras. Midi sonna. Seul Byron avait apporté à manger. Les autres rassemblèrent leurs affaires, prêts à partir jusqu'au lundi. Byron s'en alla avec son déjeuner jusqu'au hangar où se trouvait la pompe. C'est là où les ouvriers mangeaient habituellement. Il s'assit. Puis quelque chose lui fit lever les yeux. Non loin de lui, l'étranger, adossé à un poteau, fumait. Byron savait qu'il était déjà là quand il était entré et qu'il ne se donnerait même point la peine de partir. Ou pis, peut-être, qu'il était venu là délibérément, sans faire plus de cas de Byron que d'un autre pilier. « C'est-il que vous comptez travailler encore ?» dit Byron. L'autre lança une bouffée de fumée. Puis il regarda Byron. Son visage était décharné. La chair avait la teinte unie et morte du parchemin. Pas la peau, la chair elle-même. Comme si le crâne avait été modelé en une régularité immobile et morte, puis passé dans un four surchauffé. « Combien paie-t-on les heures supplémentaires » dit-il. Alors Byron comprit. Il comprit pourquoi l'homme travaillait dans ses habits du dimanche, pourquoi ni hier ni aujourd'hui il n'avait mangé avec lui, et pourquoi il n'était pas parti avec les autres à midi. Il comprit aussi clairement que si l'homme le lui avait dit, qu'il n'avait pas un sou en poche et que, sans aucun doute, il vivait de cigarettes depuis 2 ou 3 jours. Cette pensée était à peine formée que déjà Byron lui offrait sa propre gamelle, action aussi réflexe que la pensée. L'action n'était pas achevée que l'homme, sans modifier son attitude de mépris indolent, détourna la tête et, à travers les spirales de fumée, jeta un coup d'œil sur la gamelle offerte. « Je n'ai pas faim, gardez votre saloperie. » Le lundi matin vint donner raison à Byron. L'homme arriva avec un bleu neuf et son repas dans une poche en papier. Mais il ne s'accroupit pas avec les autres près de la pompe à midi et son visage gardait toujours la même expression. « Laissez-le donc tranquille, dit le contremaître. Sims n'a pas plus embauché sa figure que ses vêtements. » Sims n'avait pas embauché la langue de l'étranger non plus, pensa Byron. Du moins, à sa façon d'agir, c'est ce que Christmas avait l'air de penser. 6 mois s'écoulèrent sans qu'il dît un seul mot à personne. Personne ne savait ce qu'il faisait entre ses heures de travail. Parfois, après souper, un de ses camarades le rencontrait sur la place, dans le bas de la ville. Christmas agissait toujours comme s'il ne s'était jamais vu. À cette heure-là, il portait généralement son chapeau neuf et son pantalon repassé et, au coin de la bouche, la cigarette dont la fumée semblait ricaner devant son visage. Personne ne savait où il habitait, où il dormait la nuit. Cependant, de temps à autre, on le voyait suivre un sentier qui se perdait dans les bois à la lisière de la ville, comme s'il habitait par là-bas. Tout cela, ce n'est point ce que Byron sait maintenant. C'est ce qu'il savait alors. Ce qu'il écoutait raconter, ce qu'il observait peu à peu. Personne à cette époque ne savait où Christmas habitait, ni ce qu'il faisait réellement, derrière le voile, derrière l'écran de son métier de nègre à la Syrie. Peut-être ne l'aurait-on jamais su sans l'autre étranger, Brown. Mais aussitôt que Brown eut parlé, une douzaine d'hommes avouèrent que depuis 2 ans, ils achetaient leur whisky à Christmas. Ils allaient le trouver, la nuit, à 2 milles de la ville, dans les bois, derrière une vieille maison de style colonial où une vieille fille, Miss Burden, habitait toute seule. Mais même ceux qui lui achetaient du whisky ne savaient pas que Christmas habitait une case de nègres toute délabrée dans la propriété de Miss Burden et qu'il y habitait seul depuis plus de 2 ans. Puis un beau jour,
il y avait environ 6 mois, un autre étranger se présenta à la Syrie en quête de travail, comme Christmas autrefois. Lui aussi était jeune et grand, et il portait déjà une combinaison d'ouvrier qu'il semblait n'avoir pas quittée depuis longtemps. Il avait l'air aussi d'avoir voyagé sans bagage. Son visage éveillé avait une beauté un peu molle. Le coin de la bouche était marqué d'une petite cicatrice blanche qui, vraisemblablement, avait été longtemps contemplée au miroir. Et il avait une façon de secouer la tête brusquement et de regarder par-dessus son épaule, comme font les mules sur les routes au passage d'une automobile, pensait Byron. Mais ce n'était pas seulement un regard en arrière, un mouvement de crainte. Byron y voyait aussi une certaine assurance, une certaine effronterie, comme si l'homme insistait, s'obstinait à vouloir démontrer qu'il n'avait nullement peur de ce qui pourrait le menacer par derrière. Et quand Mooney, le contremaître, vit le nouvel ouvrier, Byron comprit que Mooney et lui avaient eu la même pensée. Mooney dit « Eh ben, Sim c'est bien sûr d'avoir rien embauché quand il a pris ce gars-là. Il n'a même pas embauché une paire complète de pantalons. » C'est vrai, dit Byron. Il me fait penser à ces autos qui vont par les rues avec un appareil de TSF, on ne peut pas comprendre ce que ça dit. Elles ne vont pas dans une direction plutôt que dans une autre, et si on les regarde de près, on voit qu'il n'y a personne dedans. Oui, dit Mooney. Il me fait penser à un cheval. Pas un cheval vicieux, un cheval bon à rien, tout simplement. Ça a l'air très beau au pâturage, mais c'est toujours dans le bas, près de la source, quand on se présente à la grille avec un licou. Pour ce qui est de courir, ça s'y entend, mais quand arrive l'heure d'atteler, ça a toujours un sabot malade. Oui, mais des fois, il y a bien des juments qui les trouvent à leur goût. Pour sûr, dit Mooney. Mais lui m'est avis qu'il n'endommagerait pas même une jument pour bien longtemps. Le nouveau venu alla travailler au tas de sciure avec Christmas. Il faisait beaucoup de volume, racontant à tout le monde qui il était et d'où il venait, d'un ton et d'une façon qui révélait la nature même de l'homme, qui suggérait la confusion et le mensonge. Si bien, pensait Byron, que personne ne croyait davantage ce qu'il affirmait avoir fait que le nom qu'il prétendait porter. Rien n'empêchait qu'il s'appelât Brown. Mais en le regardant, on sentait qu'à un moment de sa vie, sa propre stupidité avait dû atteindre au maximum et qu'alors il avait changé de nom et choisi le nom de Brown avec une sorte d'exaltation radieuse, comme si ce nom n'avait jamais encore été porté. En réalité, on ne voyait pas quel besoin il avait d'avoir un nom. Personne ne s'en inquiétait, tout comme Byron croyait que personne, portant culotte tout au moins, ne s'inquiétait de savoir d'où il venait, où il allait, combien de temps il resterait. Car peu importait l'endroit d'où il venait, les lieux où il avait vécu. On savait qu'il vivait sur le pays exactement comme une sauterelle. On avait l'impression qu'il faisait cela depuis si longtemps que tout son être s'était dispersé, éparpillé et que, maintenant, il n'en restait plus qu'une coquille transparente et impondérable que le premier vent venu enverrait voltiger sans but dans l'oubli. Il travaillait un peu, cependant, à sa manière. Byron pensait qu'il ne lui restait même pas assez de personnalité pour tirer au flanc carrément, cyniquement. Pour désirer même tirer au flanc, car un homme doit s'élever au-dessus de l'ordinaire pour pouvoir faire de la simulation comme de toute autre chose, vol ou même assassinat, un beau travail. Il doit tendre à quelque but spécifique et défini et s'efforcer vers ce but. Et il pensait que ce n'était pas le cas de Brown. On apprit que, le premier samedi soir, il avait perdu au dé sa paye de la première semaine. Byron dit à Mooney « Ça m'étonne. J'aurais cru que les dés, c'était la seule chose qu'il aurait su manier. » « Lui, dit Mooney, qu'est-ce qui te fait croire qu'il pourrait faire quelques bêtises, alors que ramasser de la sciure de bois est encore trop difficile pour lui, qu'il pourrait tromper quelqu'un avec une chose aussi difficile à manier qu'une paire de dés, quand il ne peut même pas manier une chose aussi facile qu'une pelle ?» Puis il ajouta « Enfin, m'est avis qu'on ne doit jamais désespérer de pouvoir un jour damer le pion à quelqu'un, parce que lui, au moins, il peut toujours battre ce Christmas quand il s'agit de ne rien faire. » « Pour sûr, dit Byron, m'est avis qu'être bon, il n'y a rien de plus facile pour un homme paresseux. »« M'est avis qu'il ne serait pas bon longtemps, dit Mooney, s'il avait seulement quelqu'un pour lui montrer comment s'y prendre. »« Oh, tôt ou tard, il finira bien par trouver ce gars-là, dit Byron. » Tous deux se retournèrent et regardèrent le tas de sciure auquel Brown et Christmas travaillaient, l'un avec sa régularité pensive et sauvage, l'autre avec sa gesticulation exubérante et folle qui n'aurait pu tromper personne, pas même elle-même. « C'est probable, dit Mooney.
Seulement, s'il me prenait l'idée de mal tourner, c'est sûrement pas lui que je choisirais comme partenaire. Comme Christmas, Brown était venu travailler avec les mêmes vêtements qu'il portait dans la rue, mais contrairement à Christmas, il fut quelque temps avant de les changer. Un de ces samedis, il gagnera juste assez au dé pour pouvoir s'acheter un costume neuf et avoir encore 50 cents de petite monnaie à teinter dans sa poche, dit Mooney, et le lundi suivant, on ne le verra plus. Cependant, Brown continuait à venir travailler avec la même combinaison, la même chemise que le jour de son arrivée à Jefferson. Le samedi soir, il perdait au dé son salaire de la semaine. Peut-être gagnait-il parfois. Dans les deux cas, il éclatait du même rire imbécile, plaisantant et blaguant avec ces hommes même qui, selon toute vraisemblance, le volaient périodiquement. Puis, un beau jour, on apprit qu'il avait gagné 60 $. Dit quelqu'un, c'est pour sûr la dernière fois que nous le voyons. Je ne sais pas, dit Mooney. 60 $, c'est un mauvais nombre. Si c'était 10 $ ou 5 cents, vous auriez peut-être raison, mais pas juste 60. Il va tout simplement se considérer comme définitivement installé ici où il peut enfin gagner ce qu'il mérite à peu près par semaine. Et le lundi, il était au travail avec sa combinaison habituelle. On les vit tous deux, Brown et Christmas, près du tas de sciure. On les surveillait tous les deux depuis le jour où Brown avait été embauché. Christmas plantait sa pelle dans la sciure, lentement, régulièrement, avec force, comme s'il coupait en tronçons un serpent enterré. Ou un homme, dit Mooney. Quant à Brown, appuyé sur sa pelle, il contait sans doute à Christmas une histoire, une anecdote. En effet, il se mettait à rire brusquement, à hurler de rire, la tête renversée, tandis qu'auprès de lui, l'autre homme travaillait avec son éternelle constance, sauvage et silencieuse. Puis, Brown reprenait son travail. Pendant quelque temps, il travaillait aussi activement que Christmas, mais il prenait de moins en moins de sueur dans sa pelle qui finissait, dans sa trajectoire languissante, par ne plus même effleurer le tas. Alors il s'appuyait à nouveau sur sa pelle et apparemment finissait ce qu'il avait commencé à compter à Christmas, à l'homme qui ne semblait même pas entendre sa voix. Comme si, pensait Byron, l'autre se trouvait à plus d'1 mille ou parlait un langage différent de celui qu'il savait. Et parfois, on les voyait ensemble, le samedi, dans la basse ville, Christmas avec son costume de serge propre, d'une sobriété austère et son canotier, et Brown avec son complet neuf, un complet brun à carreaux rouges, une chemise de couleur et un chapeau comme celui de Christmas, mais avec un ruban de couleur. Il causait et riait avec Christmas. Sa voix résonnait claire sur la place où elle se répercutait en écho, en un son, pourrait-on dire, aussi vide de sens que ces bruits qui, dans une église, semblent sortir de tous les coins à la fois. Comme s'il voulait que tout le monde vît bien que Christmas et lui étaient copains, pensait Byron. Puis Christmas se retournait et, le visage toujours calme et revêche, il sortait du groupe, parfois très petit, que Brown, par le seul effet de son verbiage, avait attiré autour d'eux. Et Brown le suivait, riant, parlant toujours. Et chaque fois, les autres ouvriers disaient « cette fois, il sera point au travail lundi matin. » Mais tous les lundis matins, il était là. C'est Christmas qui partit le premier. Il partit un samedi soir, sans avertissement, au bout d'environ 3 ans. Ce fut Brown qui annonça que Christmas était parti. Parmi les autres ouvriers, il y avait des pères de famille, des célibataires, des hommes de tous les âges qui menaient tous des existences variées. Néanmoins, ce lundi-là, tous arrivèrent au travail avec une sorte de gravité, un certain décorum. Parmi eux, il y en avait qui étaient jeunes. Ils buvaient et jouaient le samedi soir. Ils allaient même à Memphis de temps à autre. Et pourtant, le lundi matin, tous arrivaient au travail, tranquillement, sobrement, avec des vêtements propres et des chemises propres. Ils attendaient le coup de sifflet, ils se mettaient tranquillement au travail, comme si un reste de sabbat flottait encore, attardé dans l'air pour marquer ce principe que, quoi qu'un homme ait pu faire de son dimanche, la seule chose convenable le lundi est de se rendre à son travail, tranquille et propre. C'est ce qu'ils avaient toujours remarqué chez Brown. Le lundi matin, il y avait bien des chances qu'il apparût dans les mêmes vêtements sales de la semaine précédente et avec une barbe noire qui n'avait point vu le rasoir. Et il faisait plus de bruit que jamais, avec des cris et des espiègleries d'enfants de 10 ans. Aux autres, si calmes, cela ne semblait pas convenable. Pour eux, c'était comme s'il était arrivé nu ou saoul. Or, ce lundi-là,
Ce fut donc Brown qui leur annonça que Christmas était parti. Il arriva tard, mais ce n'était pas ça. Il ne s'était pas rasé non plus, mais ce n'était pas ça. Il était calme. Pendant quelque temps, on ne s'aperçut même pas qu'il était là, alors qu'il aurait déjà dû avoir la moitié des hommes sacrant et pestant contre lui, et quelques-uns de bonne foi. Il apparut juste au moment où le sifflet retentissait et il se dirigea tout droit vers le tas de sures où il se mit à travailler sans dire un mot, même quand un des hommes lui adressa la parole. Alors, ils s'aperçurent qu'il était seul, que Christmas, son camarade, n'était pas là. Quand le contremaître arriva, quelqu'un dit « À ce que je vois, vous avez perdu un de vos apprentis chauffeurs. » Mooney regarda l'endroit où Brown remuait le tas de sures comme il aurait remué des œufs. Il cracha brièvement. « Oui, il a fait fortune trop vite. Ce pauvre petit métier ici n'a pas pu le retenir. »« Fait fortune ?» dit un homme. « Si ce n'est pas lui, ça doit être l'autre, » dit Mooney, sans cesser de regarder Brown. « Je les ai vus hier qui roulaient dans une auto neuve. C'est lui, d'un coup d'œil, il indiquait Brown. C'est lui qui conduisait. Ce qui me surprend, c'est qu'il y en ait un au travail aujourd'hui. » « Oh, mais t'as vu que, par le temps qui court, Sims trouvera facilement quelqu'un pour le remplacer, » dit l'autre. « Ça serait facile en tout temps, » dit Mooney. « Il m'avait l'air de travailler assez bien. »« Oh, » dit Mooney, « je vois. C'est de Christmas que tu parlais. De qui parliez-vous donc? Est-ce que Brown vous a dit qu'il partait aussi? Tu te figures qu'il va rester ici à travailler pendant que l'autre se balade dans sa voiture neuve? » Oh, l'autre regardait Brown aussi. « Je me demande où ils l'ont trouvée, cette voiture. »« Moi pas, » dit Mooney. « Ce que je me demande, c'est si Brown va filer à midi ou travailler jusqu'à 6 heures. »« Moi, » dit Byron, « si je pouvais gagner suffisamment pour m'acheter une auto neuve, je filerais bien aussi. » Un ou deux ouvriers regardèrent Byron. Ils sourirent légèrement. « C'est bien sûr point ici qu'ils sont devenus si riches, » dit l'un d'eux. Byron le regarda. « Mais t'as vu que Byron est trop innocent pour se rendre compte de ce que font les gens, » dit l'autre. Ils regardèrent Byron. « Brown, est-ce qu'on pourrait appeler un serviteur public? Autrefois, Christmas les faisait venir la nuit, tout là-bas dans les bois, derrière chez Miss Burden. Maintenant, Brown le leur apporte en pleine ville. J'ai entendu dire que si vous connaissez le mot de passe, vous pouvez lui acheter dans n'importe quelle impasse le samedi soir une pinte de whisky qu'il sort du plastron de sa chemise. »« Et quel est le mot de passe ?» dit un autre. « 75 cents ?» Byron les regardait à tour de rôle. « C'est vrai? C'est ça qu'ils font? » C'est ça que Brown fait. Pour Christmas, je sais pas, je n'en jurerai pas. Mais Brown ne sera jamais bien loin de Christmas. Qui se rassemble, s'assemble, comme on dit. C'est un fait, dit un autre. Mais t'as vu qu'on n'arrivera pas à savoir si Christmas en est ou non. C'est pas lui qui se baladera jamais en public, le cul au vent comme Brown. Il n'en aura pas besoin, dit Mooney en regardant Brown. Et Mooney avait raison. Jusqu'à midi, ils surveillèrent Brown, là-bas, tout seul près de son tas de sures. Puis le sifflet retentit et ils prirent leurs gamelles et ils s'assirent sous le hangar de la pompe et ils commencèrent à manger. Brown entra, sombre, le visage à la fois boudeur et outragé, comme un visage d'enfant, et il s'accroupit parmi eux, les mains pendantes entre les genoux. Il n'avait point apporté son déjeuner ce jour-là. « Tu ne vas point manger un morceau, dit quelqu'un. De la saloperie froide dans un sale pot de graisse, dit Brown. Commencer à l'aube, turbiner toute la journée comme un nègre, avec juste 1 heure de repos à midi pour manger de la saloperie froide dans une gamelle en fer blanc. Peut-être bien qu'il y a des gens qui travaillent comme les nègres travaillent dans leur pays, dit Mooney. Mais un nègre ne resterait même pas jusqu'au sifflet de midi s'il ne travaillait ici comme il y a certains blancs qui travaillent. Mais Brown accroupi, avec son visage sombre et ses mains pendantes, ne semblait pas entendre, ne semblait pas écouter. On eût dit qu'il n'écoutait personne, sauf lui. On eût dit qu'il n'écoutait que lui. Un idiot, l'homme qui ferait ça. « T'es point attaché à ta pelle, dit Mooney. »« Et comment ?» dit Brown. Le sifflet retentit, ils se remirent au travail, ils observaient Brown à son tas de sures. Il creusait pendant un moment, puis commençait à ralentir, allant de plus en plus lentement jusqu'au moment où il tenait sa pelle comme il eût fait d'une cravache. Et il pouvait voir qu'il se parlait à lui-même, parce qu'il n'y a personne à qui le raconter, dit quelqu'un. Ce n'est pas ça, dit Mooney, c'est qu'il ne s'est pas encore convaincu lui-même. Il n'y est pas encore arrivé. Arrivé à quoi? Arrivé à comprendre qu'il est encore plus bête que je ne me le figurais, dit Mooney. Le lendemain matin, il ne vint pas. Dorénavant, son adresse sera chez le coiffeur, dit quelqu'un. Ou dans l'impasse, par derrière, dit un autre.
Mais d'avis que nous le reverrons encore une fois, dit Mounet, il reviendra par ici pour toucher sa paye. Ce qu'il fit. Il arriva vers 11h, il portait son costume neuf et son chapeau de paille, et il s'arrêta près du hangar, et il resta là, debout, à regarder les hommes travailler. C'est ce que Christmas avait fait 3 ans auparavant, comme si les attitudes même que le maître avait prises dans sa vie antérieure actionnaient à son insu les muscles dociles de l'élève qui avait appris trop vite et trop bien. Mais, alors que le maître était apparu, tranquille et sombre, fatal comme le serpent, Brown, lui, ne réussit qu'à paraître égaré, oscillant dans le vide. « Et allez donc, tas d'esclaves, bougre d'enfants de putain, dit Brown, d'une voix forte et enjouée que la rangée des dents vint couper. Mounet regarda Brown, et les dents de Brown disparurent. « C'est pas moi que t'appelles comme ça, hein, dit Mounet. » La figure mobile de Brown opéra un de ces changements dont elle avait l'habitude, comme si elle était si dispersée, si mollement formée qu'il la pouvait modifier sans le moindre embarras, pensait Byron. « C'est pas à vous que je parlais, dit Brown. »« Ah, je vois. » Mounet parlait d'un ton aisé, presque aimable. « C'est les autres que t'appelais des enfants de putain. » Aussitôt un autre dit « C'est moi que t'appelais comme ça ?»« Je me parlais à moi-même, tout simplement, dit Brown. »« Bah, t'auras au moins dit la vérité du bon Dieu une fois dans ta vie, dit Mounet. La moitié, c'est-à-dire. Veux-tu t'approcher un peu que je te souffle l'autre moitié à l'oreille ?» Et ce fut la dernière fois qu'on le vit à la scierie. Mais Byron connaît et se rappelle maintenant l'automobile neuve, dont un pare-choc ou deux furent tout de suite faussés. On la voyait sans cesse errer dans la ville, oisive, sans but, avec Brown qui se prélassait au volant, sans trop bien savoir comment jouer son rôle d'homme oisif, dissolu, enviable. Il arrivait parfois que Christmas fût avec lui, mais c'était rare. Et maintenant, leur occupation n'avait plus rien de secret. Tous les jeunes gens savent, et même les enfants, qu'on peut acheter du whisky à Brown, à n'importe quel moment. Et la ville s'attend chaque jour à sa capture, à le voir en sortir une bouteille de dessous son imperméable et l'offrir à un agent en civil. On n'est pas encore très sûr que Christmas soit de mèche avec lui, bien que personne ne croit Brown assez intelligent pour pouvoir faire à lui seul des bénéfices avec l'alcool de contrebande. Et il y en a qui savent que Christmas et Brown habitent ensemble dans une cabane, dans la propriété Burden. Mais même ces gens-là ne savent pas si Miss Burden le sait ou non. Du reste, ils ne lui diraient pas. C'est une femme entre deux âges qui habite seule dans la grande maison. Elle habite dans la maison depuis sa naissance, et cependant, on la considère toujours comme une étrangère dont les parents sont arrivés du Nord pendant la reconstruction. Une Yankee, une négrophile, sur laquelle la ville fait encore courir des bruits d'étranges relations avec des nègres de la ville et d'ailleurs. Cependant, il y a bientôt 60 ans que son père et son frère furent tués sur la grande place par un ex-propriétaire d'esclaves pour une question de vote des Noirs aux élections d'État. Mais quelque chose de sombre, d'étrange, d'inquiétant plane encore sur elle et sur sa maison, bien qu'elle ne soit qu'une femme et la descendante de ces gens que les ancêtres de la ville avaient de bonnes raisons, ou le croyaient du moins, de haïr et de craindre. Mais le fait est là, les descendants des deux parties face à face avec leurs fantômes réciproques et toujours séparés par le spectre du même sang versé, la vieille horreur, la colère et la peur. Si l'amour a jamais existé, hommes et femmes auraient pu croire que Byron Bunch l'avait oublié. Ou que, plus vraisemblablement, lui, l'amour, l'avait oublié. Ce petit homme qui ne reverra plus la trentaine, qui, depuis 7 ans, passe 6 jours de la semaine à l'atelier de rabotage à enfourner des planches dans les machines. Ces après-midi de samedi, il les passe également là-bas, seul alors, tandis que les autres ouvriers traînent en ville avec leurs habits du dimanche et leurs cravates, en proie à cette oisiveté terrible, réticente et sans but, d'hommes habitués au travail. Il occupe ses après-midi de samedi à charger les planches terminées dans les wagons de marchandises, car il ne peut, à lui seul, actionner la raboteuse. Et il surveille l'heure jusqu'à la seconde finale où retentit un coup de sifflet imaginaire. Les autres ouvriers, la ville elle-même, ou du moins cette partie de la ville qui se souvient de lui, qui pense à lui, croient qu'il fait cela pour l'augmentation de salaire dont il bénéficie. C'est peut-être la raison. L'homme sait si peu de choses sur son prochain. À nos yeux, hommes et femmes agissent toujours pour les mêmes motifs qui nous pousseraient nous-mêmes si nous étions assez fous pour agir comme eux. En réalité, il n'y a qu'un homme dans toute la ville qui pourrait parler de Bunch sans trop risquer de se tromper, et la ville ne sait pas que Bunch et cet homme se connaissent, car ils ne se rencontrent et ne se parlent que la nuit.
Cet homme s'appelle Hightower. 25 ans auparavant, il était pasteur d'un des temples les plus importants, du plus important peut-être. Seul cet homme sait où Bunch va tous les samedis soirs, à l'heure où le sifflet imaginaire retentit, ou quand la grosse montre d'argent de Bunch lui dit qu'il a dû retentir. Mrs. Bird, qui tient la pension de famille où habite Bunch, sait seulement que, tous les samedis, un peu après 6 heures, Bunch rentre, prend un bain, endosse un modeste complet de serge usagé, dîne, selle la mule qu'il garde dans un hangar derrière la maison, hangar qu'il a lui-même réparé et couvert, et qu'il s'éloigne sur sa mule. Elle ne sait pas où il va. Il n'y a que le pasteur Hightower qui sache que Bunch fait 30 000 en pleine campagne et passe son dimanche à diriger le chœur dans une église rustique, un office qui dure toute la journée. Puis, environ minuit, il selle à nouveau sa mule et rentre à Jefferson, trottant sans arrêt toute la nuit. Et le lundi matin, avec son bleu tout propre et sa chemise, il est à son poste, à la scierie, à l'heure du coup de sifflet. Mrs. Bird sait seulement que, chaque semaine, depuis le dîner du samedi jusqu'au petit déjeuner du lundi, sa chambre et l'écurie de fortune de la mule seront inoccupées. Seul Hightower sait où il est et ce qu'il fait là-bas, parce que 2 ou 3 soirs par semaine, Bunch rend visite à Hightower dans la petite maison où l'ex-pasteur vit, seul, dans ce que la ville appelle sa disgrâce, une maison petite, obscure, mal éclairée, mal peinte, qui sent l'homme et le renfermer. C'est là, dans le bureau du pasteur, qu'ils causent tranquillement tous les deux. Le petit homme indéfinissable qui ne soupçonne même pas combien ses camarades le trouvent mystérieux et le quinquagénaire hors la loi qui a été renié par son église. Et Byron est tombé amoureux. Il est tombé amoureux contrairement à toutes les traditions de son éducation provinciale, austère et jalouse, qui exige de l'objet aimé l'inviolabilité physique. C'est le samedi après-midi que cela s'est passé, alors qu'il était seul à la scierie. Là-bas, à environ 2000, la maison brûle toujours. La fumée jaune s'élève sur l'horizon, droite comme un obélisque. Le feu a été vu avant midi, quand la fumée a commencé à s'élever au-dessus des arbres, avant le coup de sifflet, avant le départ des autres. Probable qu'aujourd'hui Byron va quitter le travail lui aussi, dit-on, avec un incendie comme ça qu'on peut aller voir à l'œil. C'est un gros incendie, dit un autre. Où ça peut-il bien être ? Par là-bas, je ne vois rien d'assez grand pour faire toute cette fumée, sauf la maison Burden. C'est peut-être bien elle, dit un autre. Mon père dit qu'il se rappelle qu'il y a 50 ans, les gens disaient qu'on devrait bien la faire flamber avec un peu de graisse humaine au début pour que ça prenne mieux. C'est peut-être bien ton papa qui a été faire un tour par là-bas pour y mettre le feu, dit un troisième. Ils rirent. Puis ils se remirent au travail, attendant le coup de sifflet, s'arrêtant de temps à autre pour regarder la fumée. Au bout d'un instant, un camion chargé de troncs d'arbres arriva. Ils interrogèrent le chauffeur qui avait traversé la ville. « Burden, dit-il. « Oui, c'est ce nom-là. Il y a même quelqu'un en ville qui a dit que le shérif était allé y faire un tour. »« Dame, je suppose que Watt Kennedy aime à regarder un incendie, même s'il doit y aller pour raison de service, dit quelqu'un. À en juger par l'aspect de la place, il n'aura que l'embarras du choix s'il veut arrêter quelqu'un là-bas. » Le sifflet de midi retentit. Tout le monde partit, sauf Byron qui se mit à déjeuner, sa montre d'argent ouverte à côté de lui. Quand elle marqua 1 heure, il se remit à l'ouvrage. Il était seul sous le hangar au chargement. Régulièrement, interminablement, il faisait la navette entre le hangar et le camion avec un morceau de toile à sac plié sur l'épaule en guise de tampon. Et il portait dessus des piles de mérins qu'à première vue on l'eût cru incapable de soulever et de porter. C'est alors que Lena Grove apparut à la porte, derrière lui, le visage tout éclairé déjà d'un sourire anticipé, la bouche déjà façonnée sur un mot. Il l'entend, se retourne et voit le visage s'éteindre, comme les rides mourantes d'un caillou tombé dans une source. « Vous n'êtes pas lui ?» dit-elle derrière son visage éteint, avec l'étonnement sérieux d'un enfant. « Non, madame, » dit Byron. Il s'arrête, se retourne à demi, les planches en équilibre sur son épaule. Je ne crois pas, mais qu'est-ce donc que je ne suis pas ? Lucas Birch, on m'avait dit. Lucas Birch ? On m'avait dit que je le trouverais ici. Elle parle avec une sorte de sérénité méfiante, le surveillant sans ciller, comme si elle pensait qu'il cherche à la tromper. Quand je suis arrivée aux abords de la ville, on s'obstinait à l'appeler Bunch au lieu de Birch, mais je croyais que c'était simplement parce qu'on prononçait mal, ou que c'était moi, des fois, qui n'entendais pas bien.
Oui, madame, dit-il. C'est bien ça, Bunch, Byron Bunch. Avec ses planches toujours en équilibre sur son épaule, il la regarde. Il regarde le corps déformé, les hanches lourdes, la poussière rouge sur les gros souliers d'homme qu'elle a aux pieds. « Vous êtes Mrs. Birch ?» Elle ne répond pas tout de suite. Elle reste là, sur la porte, le regardant avec intensité, mais sans alarme, avec ce même regard impassible, un peu désorienté, légèrement soupçonneux. Ses yeux sont très bleus, mais on y voit l'ombre de cette pensée qu'il essaie de la tromper. On m'a dit là-bas sur la route que Lucas travaillait au chantier de menuiserie de Jefferson. Des tas de gens me l'ont dit. Et je suis arrivée à Jefferson et on m'a indiqué où se trouvait la scierie. Et je me suis informée que Lucas Birch en ville. Je me suis informée de Lucas Birch en ville et on m'a dit « Vous voulez peut-être bien dire Bunch ?» Alors comme ça, j'ai cru qu'il ne savait pas bien le nom. Ça n'avait pas grande importance. Même après qu'on m'a eu dit que l'homme en question n'était pas brun. Vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas Lucas Birch par ici. Byron dépose son fardeau de planches en piles soignées, toute prête à être reprise. Non, madame, pas ici. Il n'y a point de Lucas Birch par ici. Et je connais tous les gars qui travaillent ici. Peut-être bien qu'ils travaillent ailleurs, en ville ou dans un autre chantier. Y a-t-il un autre chantier de menuiserie ? Non, madame. Il y a des chantiers de bois, il y en a même plus d'un. Elle l'observe. Là-bas, sur la route, on m'a dit qu'il travaillait dans la menuiserie. Je connais personne ici de ce nom-là, dit Byron. En fait, de Birch, je ne vois que moi. Et encore, mon nom est Bunch. Elle l'observe toujours, avec cette expression où se lit moins l'inquiétude du futur que la méfiance du présent. Puis elle respire. Ce n'est pas un soupir. Elle respire simplement, une fois, profondément, tranquillement. Alors, dit-elle, elle se tourne à demi et regarde autour d'elle, les planches sciées, les mérins empilés. « Mais t'as vu que je vais m'asseoir un peu. C'est bien fatigant de marcher dans ces rues de ville, si dures. On dirait que d'avoir marché comme ça dans la ville, ça m'a plus fatiguée que tout le chemin que j'ai fait depuis l'Alabama. » Elle se dirige vers un petit tas de planches. « Attendez, dit Byron. » Il s'élance, bondit presque, tout en faisant glisser le sac de son épaule. La femme s'arrête au moment de s'asseoir et Byron étend le sac sur les planches. « Vous serez mieux. »« Oh, vous avez bien de la bonté. » Elle s'assied. « Mais t'as vu que vous serez un peu mieux, dit Byron. » Elle tire sa montre d'argent de sa poche et la regarde. Puis il s'assoit lui-même à l'autre bout du tas de planches. « Mais t'as vu que ça doit faire à peu près 5 minutes. »« 5 minutes de repos, dit-elle. 5 minutes depuis que vous êtes arrivé. J'ai tout l'air d'avoir déjà commencé à me reposer. Le samedi soir, c'est moi-même qui surveille mon temps, dit-il. Et chaque fois que vous vous arrêtez 1 minute, vous en tenez compte ? Comment saurait-on que vous vous êtes arrêté ? À quelques minutes près, ça n'aurait pas grande importance, vous ne croyez pas ? Mais t'as vu qu'on ne me paie point pour rester assis, dit-il. Alors comme ça, vous arrivez de l'Alabama. C'est elle maintenant qui lui parle, assise sur son coussin de serpillière, le corps lourd, le visage calme et tranquille. Et il l'écoute, très calme aussi. Elle lui dit plus qu'elle ne croit lui dire, comme elle l'a fait aux visages étrangers parmi lesquels, depuis 4 semaines, elle a voyagé avec la lenteur imperturbable d'un changement de saison. Et Byron, à son tour, conçoit l'image d'une jeune femme trahie et abandonnée et qui ne se doute même pas qu'elle a été abandonnée et qui ne s'appelle pas encore Birch. « Non, je crois point que je le connaisse, dit-il enfin. Du reste, il n'y a que moi ici ce soir. Tous les autres sont allés là-bas voir l'incendie probablement. » Il lui montre la colonne de fumée jaune qui s'élève toute droite dans l'air calme au-dessus des arbres. « Nous pouvions le voir de la charrette avant d'entrer en ville, dit-elle, pour sûr que c'est un grand feu. » C'est une grande vieille maison. Il y a longtemps qu'elle est là, personne ne l'habite, sauf une dame toute seule. Mais t'as vu que même maintenant, il y aura bien des gens en ville pour dire que c'est une punition du ciel. C'est une Yankee. Sa famille est venue s'installer ici pendant la reconstruction pour soulever les nègres. 2 de ses parents ont été tués en faisant ça. On dit qu'elle se mêle encore des affaires des nègres. Elle va les voir quand ils sont malades, tout comme si c'était des blancs. Elle ne veut pas avoir de cuisinière parce qu'il faudrait que ça soit une noire. On dit qu'elle prétend que les noirs et les blancs, c'est la même chose. C'est pour ça que les gens ne vont jamais la voir, sauf un homme. Elle l'observe tout en l'écoutant. Il ne la regarde pas. Il regarde un peu de côté. Ou 2 peut-être, à ce qu'on m'a dit. J'espère qu'ils seront arrivés à temps pour l'aider à sauver ses meubles. Ils étaient peut-être là-bas, du reste. Qui ça ? 2 gars qui s'appellent Joe et qui habitent près de chez elle, Joe Christmas et Joe Brown. Joe Christmas ? C'est un drôle de nom. C'est un drôle de type.
De nouveau, il détourne les yeux afin de ne pas voir le visage intéressé. Son associé n'est pas ordinaire non plus, Brown. Il travaillait ici lui aussi. Mais ils sont partis maintenant, tous les deux. Et je crois bien que ça n'est une perte pour personne. La femme est assise sur son coussin en serpillière, intéressée, tranquille. On pourrait les croire aussi bien assis, tous deux, un dimanche après-midi, avec leurs plus beaux habits, dans des fauteuils canés, sur la terre unie et patinée, devant un pavillon de campagne. Son associé s'appelle Joe aussi ? Oui, madame, Joe Brown. Mais je crois qu'il se pourrait bien que ce soit son vrai nom. Parce que quand on pense à quelqu'un qui s'appelle Joe Brown, on voit tout de suite un gars avec du bagou, qui rit tout le temps et qui cause fort. C'est pourquoi je crois que c'est son vrai nom. Bien que Joe Brown, ça semble comme qui dirait un peu trop vif, trop facile pour un nom naturel. Mais je crois que c'est bien le sien. Parce que s'il ne s'agissait que de causer, il serait déjà devenu le propriétaire de ce chantier. Les gens ont l'air de l'aimer quand même. Lui et Christmas s'entendent bien, en tout cas. Elle l'observe, son visage est toujours serein. Mais il est grave maintenant. Ses yeux sont graves et attentifs. Qu'est-ce qu'ils font, lui et l'autre ? Rien de mal, je suppose. Du moins, ils n'ont pas encore été pincés. Brown travaillait ici, si on peut dire, tout le temps qu'il ne passait pas à rire et à faire des blagues aux gens. Mais Christmas est parti. Ils habitent là-bas ensemble, quelque part par là-bas, près de cette maison qui brûle. Et on m'a dit ce qu'il faisait pour vivre. Seulement moi, premièrement, ça ne me regarde pas. Et secondement, dans tout ce que les gens racontent, il y a en général pas un mot de vrai. Aussi m'est avis que je vais au point mieux que les autres. Elle l'observe sans même sourciller. Il dit qu'il s'appelle Brown. Ça aurait pu être une question, mais elle n'attend pas la réponse. Quelles histoires avez-vous entendu raconter sur ce qu'ils font ? Je voudrais point nuire à personne, dit Byron. J'imagine que je devrais point parler tant que ça. En fait, on dirait qu'un gars est tenu à mal faire sitôt qu'il cesse de travailler. Quelle sorte d'histoire, dit-elle ? Elle n'a pas bougé, sa voix est calme, mais Byron est déjà amoureux bien qu'il ne le sache pas encore. Il ne la regarde pas. Il sent que les yeux graves, intenses, sont fixés sur son visage, sur sa bouche. Il y en a qui disent qu'ils vendent du whisky, qu'ils le tiennent caché là où cette maison brûle. Et on raconte aussi que Brown, un samedi qu'il était saoul, en ville, aurait failli dire quelque chose qu'il aurait mieux valu ne pas dire. Une histoire sur lui et Christmas à Memphis, une nuit ou sur une route près de Memphis. Il y avait un revolver dans l'affaire, peut-être deux même. Seulement, Christmas s'est amené en vitesse et il a fait taire Brown et il l'a amené. Quelque chose que Christmas ne voulait pas qu'on raconte en tout cas, et que même Brown aurait eu trop de bon sens pour raconter s'il n'avait pas été saoul. C'est ce qu'on m'a dit, j'y étais point. Quand il relève la tête, il s'aperçoit que, sans laisser à leur regard le temps de se croiser, il a déjà baissé les yeux. Il semble avoir déjà le pressentiment de quelque chose d'irréparable, de quelque chose qu'il ne faut point rappeler, lui qui avait cru qu'ici, seul dans la scierie, le samedi après-midi, il ne courait aucun risque de blesser, de faire mal à personne. « Comment qu'il est, dit-elle. »« Qui ? Christmas ? Pourquoi ? » ?»« Je parle pas de Christmas. »« Oh, Brown ? Oui. Grand, jeune, le teint brun. Les femmes trouvent qu'il est beau. Plus d'une à ce qu'on dit. Jamais en retard pour rire, s'amuser et faire des blagues aux gens. Mais sa voix s'arrête. Il ne peut pas la regarder, car il sent le regard sobre et fixe rivé sur son visage. « Joe Brown, dit-elle. Est-ce qu'il a une petite cicatrice blanche, là, tout près de la bouche ?» Et il ne peut pas la regarder. Il reste là, assis sur le tas de planches, maintenant qu'il est trop tard, maintenant qu'il voudrait bien s'être coupé la langue en deux. Et c'est la fin du chapitre 2. Et c'est la fin de cette lecture aussi, même si j'ai envie de continuer. Voilà. Lumière d'août de William Faulkner. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Surtout, faites attention à vous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. J'ai un peu froid, alors c'est pour ça que j'abrège. Je vous remercie beaucoup. Faites attention à vous surtout. À bientôt.